Aujourd'hui, les élèves de 3e ont passé leur DNB, Diplôme National du Brevet en Mathématiques. Eh bien, on va corriger ensemble le sujet de mathématiques du brevet des collèges 2024. C'est parti. On va faire les choses dans l'ordre. On va commencer par l'exercice 1. Donc, au casino, la roulette est un jeu de hasard pour lequel chaque joueur mise au choix sur un ou plusieurs numéros. On lance une bille sur une roue qui tourne, numérotée de 0 à 36. La bille a la même probabilité de s'arrêter sur chaque numéro. Question 1, expliquez pourquoi la probabilité que la bille s'arrête sur le numéro 7 est de 1 sur 37. Bon, alors c'est un peu vague comme question, il faut expliquer, donc en utilisant des mots, nos propres mots. L'explication, je vais la faire à l'oral, je vais pas l'écrire ici. L'explication est assez simple, il y a 37 numéros, la bille a autant de chances de tomber sur le 7 que sur n'importe quel autre numéro, il y a donc bien une chance sur 37 de tomber sur le numéro 7. Voilà, je pense que c'est la meilleure explication que l'on puisse donner. Alors, pour la question 2, déterminer la probabilité que la bille s'arrête sur une case à la fois noire et paire. On regarde surtout les cases noires, et puis on regarde celles qui sont paires, ça va être plus simple à distinguer. Donc on a 4, 2, 6, on a 8, 10, 24, 20... 22, 28 et 26, ça fait donc 10 cases noires et paires. Donc la probabilité est évidemment 10 sur le nombre de cases, d'accord, c'est-à-dire 10 sur 37. Bon. Jusque-là, ça va. Question 3a, déterminer la probabilité que la bille s'arrête sur un numéro inférieur ou égal à 6. À nouveau, il suffit de compter le nombre de numéros inférieurs ou égaux à 6. On en a combien? On a 0, 1, 2, 3, 4... 5, 6, d'accord, 6 il est bien inférieur ou égal à lui-même. Au total, donc, on en a 7, on a 7 nombres entre 0 et 6, ce qui fait donc qu'il y a 7 chances sur 37 de tomber sur un tel numéro. Ensuite, question B, on déduire la probabilité que la bille s'arrête sur un numéro supérieur ou égal à 7. Bon, en fait, là, soit on fait le même procédé, on compte de 7 jusqu'à 37, bon, alors faire de tête, Soit on ruse, en fait, ce qui nous intéresse ici, du coup, comme c'est l'événement, en fait, contraire de l'événement précédent, d'accord? L'événement précédent, c'était le nombre est inférieur ou égal à 6, là, c'est le nombre est supérieur ou égal à 7, c'est bien l'événement contraire. Il suffit de trouver le complémentaire à 1 de la fraction, et le complémentaire à 1, c'est bien évidemment 30 sur 37. Pourquoi? Parce que si on additionne les deux fractions, on tombe bien sur 1, d'accord? Au numérateur, 7 plus 30, ça fait 37, 37 sur 37, ça fait 1. Voilà donc la technique, d'accord? On peut justifier car 7 sur 37 plus 30 sur 37 est égal à 1. Pour la question donc 3C, un joueur affirme qu'on a plus de 3 chances sur 4 d'obtenir un numéro supérieur ou égal à 7. A-t-il raison? Pour ça, il suffit de regarder la question précédente et notre fraction. Il suffit de vérifier si c'est supérieur ou égal à 3 chances sur 4, donc à 3 quarts. D'accord? Alors comment faire? Bon, faut un petit peu ruser, mais en fait c'est pas très compliqué, c'est-à-dire que 3 quarts, bon, c'est quoi? Si on multiplie par 10 en haut et en bas, c'est 30 sur 40, d'accord? Et 30 sur 40, évidemment, 40 au dénominateur, il est strictement plus grand que 37, d'accord? Donc quand on passe au dénominateur, ou à l'inverse, si on veut, ça va bien être strictement inférieur à 30 sur 37, évidemment. Donc 30 sur 37, c'est-à-dire la probabilité d'avoir un nombre plus grand que 7, est bien strictement plus grand que 3 quarts. Donc la probabilité de tomber sur un numéro supérieur ou égal à 7 est bien supérieure à 3 chances sur 4, on a plus de 3 chances sur 4, donc la réponse ici c'était vrai ou oui. D'accord, a-t-il raison? Oui. Exercice 2, alors il me plaît bien celui-là, puisqu'on a du scratch, vous le savez peut-être sur ma chaîne, j'adore le scratch. Alors on a un programme A, d'accord, choisir un nombre, prendre le carré du nombre choisi, multiplier par 2, ajouter le double du nombre de départ, et soustraire ensuite 4 au résultat qu'on obtient. Et puis on a un programme B, d'accord, avec, ici des petits calculs. Alors question 1A, vérifier que si on choisit 5 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 56. Bon, c'est parti, on prend 5, prendre le carré du nombre choisi, ça fait 5 au carré, c'est égal à 25, d'accord? Ensuite, multiplier le résultat par 2, donc 25 fois 2, ça fait donc 50, ok? Ajouter le double du nombre de départ, donc on prend 50, on ajoute, donc avec un plus, le double du nombre de départ qui était 5, d'accord? Donc plus 2 fois 5, 2 fois 5, 10, 50 plus 10, 60, très bien, et soustraire 4 au résultat, 60 moins 4, ça fait 56. Au final, on obtient bien 56, c'était demandé, super. Alors question B, quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -9 comme nombre de départ?
Ici, il faut analyser un peu le programme Scratch, hein, donc demander, choisir un nombre et attendre, ça c'est juste pour rentrer le résultat dans la machine. Mettre nombre choisi à réponse. Donc mettre nombre choisi à réponse, c'est on initialise une variable. La variable, son nom, c'est nombre choisi. On aurait pu l'appeler X, N, W, Jean-Jacques, Paul, peu importe. Mais en tout cas, on l'a appelé nombre choisi. Et donc cette variable nombre choisi, on va pouvoir la réutiliser comme si c'était un X, comme si c'était une lettre, hein, en calcul littéral. Donc d'accord, très bien. On va mettre nombre choisi à réponse. Donc on va procéder ainsi, un nombre choisi, tac, à réponse. Donc réponse, ici, c'est la réponse qui a été donnée avec la question précédente, avec le bloc demandé. Donc ici, ça serait moins 9, nombre choisi, pof, moins 9, on initialise. On peut même mettre 2 points pour dire, voilà, on définit la variable comme moins 9. Ok, ensuite, résultat 1. Donc ça, c'est une autre variable, d'accord. Résultat 1, on le met à nombre choisi plus 2. Sauf que nombre choisi, à ce moment-là, il est égal à 9. Donc moins 9 plus 2, ça fait donc moins 7, d'accord. Donc moins 9 plus 2, c'est-à-dire moins 7. Très bien. Et ensuite, résultat 2, cette fois-ci, résultat 2, c'est nombre choisi moins 1, d'accord. Donc c'est-à-dire moins 9 moins 1, et ça fait moins 10, d'accord. Et enfin, on va dire regrouper le résultat, et résultat 1 fois résultat 2. Bon, alors, le résultat qu'on obtient donc en exécutant le programme B, alors c'est pas un résultat qu'on obtient, en vrai si on veut être rigoureux, c'est le résultat qui va être affiché. C'est pas la même chose hein, en informatique, mais bon. C'est du Scratch, on va accepter, d'accord. Donc le résultat qui va s'afficher, en tout cas sur l'écran, alors ça va pas être résultat 1 fois résultat 2, c'est-à-dire ça va pas être le produit des deux variables, ça va être la phrase, le résultat et le produit des deux variables. Il faut faire attention à ça, hein, je pense, si on veut être rigoureux dans la question. Donc ce qui va être affiché, c'est donc le résultat et... D'accord. Et là, on fait le produit des deux, donc c'est-à-dire moins 7 fois moins 10, c'est-à-dire 70. Hop, c'est ceci qui va être affiché. Question A, parmi les 3 propositions ci-dessous, recopiez l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B. D'accord, donc, alors pour ça, c'est pas très compliqué, en fait, il faut analyser un petit peu. On va appeler x, donc le nombre de départ, hein, jusque-là c'est logique. Résultat 1, c'est donc x plus 2, d'accord. Donc à la fin, on va afficher x plus 2 fois résultat 2 qui est égal à x moins 1, donc x plus 2 fois x moins 1. Bon bah ça y est. C'est fini, c'est E2, d'accord, tout simplement, il suffisait juste de regarder un peu le programme. Bon, alors question B, exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A. Bon, bah c'est pas très compliqué, on prend x au départ, d'accord, on le met au carré, et on multiplie par 2 le résultat. Ensuite, on ajoute le double du nombre de départ, donc on va ajouter 2x, ok, et on va soustraire 4 au résultat. Bon, si on l'écrit autrement, c'est donc 2x carré plus 2x, moins 4, qu'on peut factoriser par 2, hein, il y a du 2 partout, donc c'est 2 facteurs de x carré plus x moins 2, d'accord. C'est pas obligé de le faire, mais c'est quand même un peu plus joli. Et ensuite, 3, démontrer que quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B. Alors pour ça, bah, c'est pas très compliqué. En fait, ce qu'il faut simplement remarquer, c'est qu'on a déjà justement factorisé par 2, et c'est là que c'est intéressant. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, il suffit de vérifier que ce truc-là, c'est-à-dire x plus 2 fois x moins 1, c'est égal à ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est-à-dire x carré plus x moins 2. Voilà pourquoi c'était intéressant en fait de factoriser par 2. Alors c'est parti, on développe, donc x fois x ça fait x carré, ok, 2 fois x, donc 2x, ok, x fois moins 1 ça fait moins x, et ensuite 2 fois moins 1 ça fait moins 2, ok. Alors ensuite, x carré, on ne le touche pas. 2x moins x, on peut le simplifier, ça fait juste x, hein, une fois x. Donc x carré plus x, et le moins 2, on ne le touche pas, donc x carré plus x moins 2. Bah ça y est, c'est gagné, hein, c'est bien ce qu'il y avait dans la parenthèse. Donc évidemment, le programme donc A renvoie bien le double du programme B, c'est ce qu'on voulait démontrer. Bon, jusque-là, c'est quand même plutôt donné. On va voir si ça se complique un peu avec l'exercice 3, sur 22 points, donc il y a 2 points de plus ici. Sur la figure ci-dessous, on a donc C, un cercle de centre O et
est de rayon 4,5 cm. Le segment AB est un diamètre de ce cercle et D est un point du cercle. Les points B, E, A sont alignés, ainsi que les points D, F, A. Les droites BD et EF sont parallèles. BD c'est 5,4 cm, DA c'est 7,2 et AE c'est 2,7. Ok, donc là c'est toutes les données dont on peut avoir besoin. Question 1, justifier que le diamètre AB mesure 9 cm. Alors, pour ça, il suffit de repérer que le rayon dans l'énoncé il est donné, hein, c'est 4,5 cm, le diamètre c'est le double, donc il suffit de justifier que 9 c'est 4,5 fois 2, et ça va, on sait faire, ok. Question 2, démontrer que le triangle ABD est rectangle en D. Alors, bon, montrer qu'un triangle est rectangle, comment on fait? On utilise, alors, la réciproque du théorème de Pythagore. Pas le théorème de Pythagore, mais bien sa réciproque. Quoique, bon, après on peut discuter de est-ce que la réciproque fait partie du théorème, hein, est-ce que en fait le théorème de Pythagore c'est une équivalence ou c'est juste une implication. Ça c'est des questions que tu te poseras peut-être plus tard, en tout cas au lycée, mais en tout cas c'est bien ici la réciproque du théorème de Pythagore qu'on utilise. Donc pour montrer que c'est un triangle rectangle en D, donc ça voudrait dire que AB est l'hypoténuse. Bon ben AB, est-ce qu'il est donné dans l'énoncé? Bah oui, du coup c'est 9 cm. C'était la question 1, justement. Donc, on a 9 au carré. Donc, 9 au carré, c'est égal à 81. D'accord? Ça, c'est bien AB au carré. Hein, je peux le noter. AB au carré. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut AD au carré. Donc, AD, est-ce qu'il est donné? Bah, c'est DA. AD et DA, c'est pareil. C'est 7,2. Donc, 7,2 au carré. On fait le calcul. Alors, on a le droit à la calculatrice. Est-ce qu'on peut faire de tête ici? Ça fait 51,84. D'accord? 51,84, et donc ça c'est égal, hein, on l'a dit, à AD au carré. Et enfin, donc on a, BD au carré, d'accord? Alors BD, est-ce qu'il est donné? Oui, c'est 5,4 cm. Donc 5,4 au carré, à nouveau, on peut essayer de faire de tête. 5,4 au carré, ça fait 29,16, d'accord, très bien. Et donc ça, on a dit, hein, c'est BD au carré. D'accord, super. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pour avoir l'identité de Pythagore, il faudrait que donc AB au carré soit égal à AD au carré plus BD au carré, puisque on a dit qu'il faudrait que donc AB soit l'hypoténuse. Ben, pour ça, il suffit de vérifier, d'accord? On fait la somme de ces deux trucs-là, 51,84 plus 29,16. Qu'est-ce qu'on obtient? Eh ben, on fait le calcul, plus 29,16. Ah, bah, 0,16 et 0,84, ça se compense, ça fait bien une unité complète. Donc on a une retenue, hop, on monte à 81, parfait. C'est ce qu'il nous faut, c'est égal à 81. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est bien rectangle en D. Troisième question, calculer AF. D'accord, très bien. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on a des droites qui sont parallèles, hein, BD et EF sont parallèles. Ah, est-ce que ça nous ferait pas penser à quelque chose? Bah, cette fois-ci, c'est le théorème de Thalès qu'on a utilisé, hein, à maintes et maintes reprises. Ici, c'est pas la réciproque du théorème de Thalès, c'est bien le théorème de Thalès, d'accord, sous sa forme initiale. Qu'est-ce qu'il faudrait? Donc, il faudrait qu'on ait, par exemple, donc AF sur AD, qui est égal à AE, tac, sur AB, qui est égal aussi donc à EF sur BD, d'accord? Vu que les droites EF et BD sont parallèles, on a bien, par le théorème de Thalès, ces égalités qui sont vérifiées. Qu'est-ce qui peut nous être utile ici? Donc nous, on veut calculer AF, ok? Donc, ce qui nous aiderait quand même pas mal, c'est de connaître AD. Bon, bah AD, on le connaît, hein, AD c'est DA, c'est 7,2. Et il faudrait connaître au moins deux des autres actions. Alors, soit ces deux-là, soit ces deux-là. Bah, pour le coup, on regarde, on connaît AE, et est-ce qu'on connaît AB? Bah oui, on connaît AB. Donc AE et AB, on les connaît. Pour EF et BD, bon, on connaît BD. Est-ce que EF, on le connaît? Bon, a priori, non. Donc, on va pas se servir de cette fraction-là, elle va nous servir à rien. Mais par contre, c'est bien AE et AB qui vont être utiles. Donc, je réécris, hein, nous, on veut connaître AF, ok? AD, on le connaît, c'est 7,2, d'accord? Jusque-là, ça va. Ensuite, AE, c'est 2,7. Et AB, c'est, on vérifie, AB, c'est 9, voilà, c'est 9 cm. Donc, on a ceci qui est vérifié. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait les calculs, on passe déjà le 7,2 de l'autre côté, donc AF est égal à, il faut multiplier par 7,2 puisqu'il est au dénominateur, est égal à 2,7 fois 7,2, le tout sur 9.
on fait les calculs, machin, etc. Bon, ça, t'as l'habitude. Et donc, en résultat, on obtient 2,16, d'accord? Donc, 2,16 cm, hein, AF est égal à 2,16 cm. Question 4a. Justifier que l'aire du triangle ABD est égal à 19,44 cm². Ok, donc l'aire du triangle ABD, donc ABD, on regarde, ABD, on utilise sûrement la formule base fois hauteur divisé par 2, a priori. Alors comme c'est un triangle rectangle, c'est facile, hein, on va avoir par exemple BD comme hauteur, d'accord, et comme base, on va avoir AD. Donc il suffit de calculer, hein, AD, d'accord, fois donc BD, tac, divisé par 2. Ça, c'est la formule de l'aire d'un triangle. Donc, ça, c'est égal à quoi? Alors, AD, on le connaît, c'est 7,2. BD, paf, c'est égal à 5,4. Tac, fois 5,4. On divise par 2, on fait nos calculs, et on obtient 19,44. Alors 19,44 quoi? C'est pas des patates, c'est pas des carottes, c'est centimètres carrés, évidemment, parce que tout est exprimé en centimètres. Question B, calculer l'aire du disque arrondi au centième, d'accord? On se rappelle de la formule de l'aire du disque, hein, c'est pi r carré, où r désigne le rayon. Donc le rayon ici, on le connaît, hein, c'est 4,5, d'accord? Donc ça va être égal à pi fois 4,5 au carré. Et maintenant, il suffit de faire les calculs. Et en arrondissant au centième, on obtient 63,62. Alors à nouveau, c'est pas des patates, hein, c'est des centimètres carrés. Et enfin, question 5, quel pourcentage de l'aire du disque représente l'aire du triangle ABD? Pour avoir le pourcentage, déjà on peut l'exprimer comme une fraction de 1, d'accord, hein, c'est-à-dire avoir un nombre entre 0 et 1. Et après, on va multiplier par 100 pour avoir un pourcentage. Donc pour ça, il suffit d'avoir l'aire du triangle, qu'on va diviser par l'aire totale, d'accord, c'est-à-dire l'aire du disque, donc 19,44 sur 63,62, donc c'est parti, hein, on fait à nouveau les calculs, 19,44 sur donc 63,62, bon là on peut faire les calculs de tête, franchement c'est pas compliqué du tout, on obtient 0,3056 hein, environ, si j'arrondis, d'ailleurs ici à chaque fois c'est des environs, hein. Là j'ai mis un égal, mais c'est vrai que c'est un environ, hein, c'est très différent. Donc ça évidemment c'est exprimé entre 0 et 1, mais il suffit de multiplier par 100 pour avoir le pourcentage, hein, donc 0,3056 fois 100, d'accord, on décale tout, on obtient donc 30,56, donc en pourcentage, hop, on a ceci, donc c'est bien 30,56%. Exercice 4, un QCM sans justifier, d'accord, aucune justification n'est demandée. Donc là c'est quand même 18 points vraiment gratos, d'accord? Alors c'est parti, on va commencer par la question 1. On considère la fonction f définie par f de x égale 3x moins 2. Quelle est l'image de moins 4 par cette fonction? Eh bien, évidemment, il s'agit de moins 14. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de justifier puisqu'on ne nous demande pas. Plaisante, évidemment, il suffit d'évaluer la fonction f en moins 4. Pour ça, on remplace x dans l'expression, hein, donc 3 fois moins 4, moins 2. 3 fois moins 4, ça fait moins 12, d'accord? Moins 12, moins 2. Et ça fait bien évidemment moins 14. C'était donc la réponse A. Paf, génial. Ensuite, question 2. Combien vaut moins 5 au cube? C'est donc moins 5 fois moins 5 fois moins 5. Ça, on peut utiliser déjà la calculatrice d'une part, si vraiment on a un doute. Sinon, on fait ça de tête. Et ça fait bien évidemment moins 125. Ok, là, c'est vraiment du coup 3 points qui sont donnés. Hein. Sur chaque question, ça vaut 3 points. Hein, d'accord. Ensuite, question 3, quelle est l'image du point J par la translation qui transforme C en A? Bon, donc on regarde, CA, on a donc la translation de vecteur CA, mais appliquée au point J, d'accord? Donc ça fait une petite diagonale comme ceci, hein, d'accord? Donc une petite diagonale comme ceci, on regarde où se trouve le point J, d'accord? On arrive sur le point E, d'accord? Donc le point E, c'est donc la réponse B, d'accord? La réponse B, hop, j'entoure. La question 4, quel est l'antécédent de 3 par la fonction f? Donc là, c'est une lecture de graphe de fonction, donc l'antécédent de 3, donc on regarde où se trouve 3 sur l'axe des ordonnées, hein, d'accord? Sur l'axe des ordonnées, 3, il se situe, voilà, il se situe à l'origine, hein, donc c'est-à-dire que c'est la réponse C, c'est-à-dire que f de 0 est égal à 3, donc l'antécédent de 3 par la fonction f, ça va être 0, paf, donc c'était donc la réponse C. Question 5, on a mesuré les tailles en mètres de 7 élèves, 1,46, 1,65, 1,6, 1,72, 1,7, 1,67, 1,75, quelle est la médiane en mètres de ces tailles? Alors la médiane, pour avoir la médiane, il faut trier dans l'ordre croissant, hein. Par
exemple. Donc on va avoir A46, on va avoir ensuite 1,65, ensuite on a 1,65, ensuite on a 1,67, ensuite 1,7, ensuite 1,72 et 1,75. J'ai trié dans l'ordre croissant. La médiane, donc on regarde le nombre qui se situe au milieu, hop, c'est 1,67. Paf, la réponse était 1,67, c'était donc la réponse B. Et enfin, question 6, cette fois-ci, hein, dans le triangle ABC rectangle en A 6 contre, qui n'est pas en vraie grandeur, quelle est la valeur de cosinus de alpha? Cosinus, on se rappelle de la petite phrase, hein, alors il y en a plusieurs, il y a SOHCAHTO HHA ou SOHCAHTOA pour ça, donc le cosinus, c'est-à-dire que c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, d'accord? Côté adjacent sur hypoténuse. Donc l'angle alpha, l'adjacent, ça serait donc le 4, et l'hypoténuse, ça serait le 5, donc 4 sur 5, et donc 4 sur 5, paf, c'est 0,8, d'accord? Donc 0,8, c'était donc la réponse A. Et voilà comment obtenir 18 points gratuitement. Exercice 5, partie A. Donc on a un club de natation qui propose un après-midi découverte pour les enfants. La présidente du club veut offrir des petits sachets cadeaux tous identiques, hein, contenant des autocollants et des drapeaux avec le logo du club. Elle a acheté 330 autocollants et 132 drapeaux. Elle veut tous les utiliser, donc il faut que, évidemment, dans chaque sachet, il y ait le même nombre d'autocollants et qu'il y ait aussi le même nombre de drapeaux. Donc question 1, pourquoi n'est-il pas possible de faire 15 sachets? Elle veut tous les utiliser, mais en même temps, il faut qu'il y en ait le même nombre à chaque fois. Ça veut nécessairement dire que 330 et 132 sont divisibles par 15, ce qui n'est pas le cas, d'accord? Alors, 330, est-ce qu'il est divisible par 15? Oui, mais pas 132, d'accord? Donc, ici, ça va pas marcher, donc on peut l'écrire, hein, 15 ne divise pas, on peut l'écrire avec une barre, et puis on raye la barre, d'accord? Ne divise pas 132. On peut dire aussi que 132 n'est pas un multiple de 15, hein, ça revient exactement au même. Alors question 2A, tac, décomposer 330 et 132 en produit de facteur premier. Donc petite technique, c'est qu'on se rend compte déjà que 330 il est divisible par 3 et par 5, puisque c'est divisible par 15, on l'a dit. D'accord, donc 330, si on le divise par 3, ça fait donc 110, d'accord, fois 3. 110, si on le divise par 5, bon, il va rester, tac, tac, 22, hop, fois 5 fois 3, 22, après ça devient facile, hein, c'est 2 fois 11, pap, tac, hop, c'est fini, 2 fois 11 fois 5 fois 3, on n'a que des nombres premiers, facile à vérifier, hein, déjà on les connaît par cœur normalement jusqu'à 100, mais si on les connaît pas par cœur jusqu'à 100, il suffit de vérifier que les seuls diviseurs de chacun de ces nombres, c'est 1 et eux-mêmes. Maintenant, on fait la même chose avec 132. Donc 132, il est divisible par 2 et par 3. Hein. Par 2, ça finit par un 2. Par 3 aussi, parce que la somme ici des chiffres... puisque la somme ici, ça fait 1 plus 3 plus 2, ça fait 4 plus 2, ça fait 6, donc c'est divisé par 3. On va commencer par diviser par 2, hein, ça va être plus simple. Donc en divisant par 2, tac, on obtient 66, paf, si je ne me trompe pas. 66 fois 2. 66, donc c'est divisible par 6, hein, encore mieux, donc c'est 6 fois 11. 6 fois 11 fois 2, hop, et 6 c'est 2 fois 3, paf, 2 fois 3 fois 11 fois 2. Ok, super. Question 2B, en déduire le plus grand nombre de sachets que la présidente pourra réaliser. Le plus grand nombre de sachets, c'est le plus grand diviseur commun, évidemment. Donc il suffit de regarder, hein, on a 2, on a 11, on a en commun on a 3, et ici, hein, voilà, 2, 3, 11. Par contre, on a un 5 et un 2 ici qui sont un peu en trop. Donc 2 fois 11 fois 3, on fait le calcul, 6 fois 11, ça fait 66, d'accord? Donc la réponse, c'est 66. C'est dans ce cas, combien mettra-t-elle d'autocollants et de drapeaux dans chaque sachet? C'est pas très compliqué. 330, c'est le nombre d'autocollants. Donc les autocollants que je vais noter avec un A, d'accord, ici ça va être égal juste au nombre qui reste, c'est-à-dire 5. Ok. Et donc le nombre de drapeaux, donc avec un D, c'est le nombre qui reste, c'est-à-dire 2. Comme ça, on aura bien utilisé tous les autocollants et tous les drapeaux. Allez, enfin, partie B, la piscine a la forme d'un pavé droit, représenté ci-dessous. Elle est remplie au 9/10 du volume. Hein. 1 mètre cube d'eau coûte 4,14 €. Combien coûte le remplissage de la piscine? Bon, 25 mètres fois 15 mètres fois 2 mètres, d'accord? Il suffit de faire le calcul. 25 mètres fois 15 mètres fois 2 mètres, ça c'est égal à 25 fois 2, ça fait 50, 50 fois 15, ça fait 750, donc on est à 750 mètres cubes. Il n'y a même pas besoin de faire de conversion parce qu'on nous donne que 1 mètre cube d'eau coûte 4,14 €, on aurait pu nous demander de convertir en litres,
ils sont quand même gentils, hein, ceux qui ont créé le sujet. Donc 750 mètres cubes fois 4,14 €, tac, on fait le calcul, 3105 €. Sauf que, petite subtilité, on nous dit que la piscine n'est pas remplie à ras-bord, mais au 9/10 du volume. C'est donc pas 3105 € que ça va coûter, mais c'est 9/10 du prix, nécessairement. Donc il suffit de multiplier, 3105 fois 9/10, et donc on obtient, en faisant le calcul, 2794,50 €. Tac, donc ça fait 2794,50 €. Paf, voici le prix final, c'était la dernière question, on a fini de corriger le brevet de mathématiques 2024. J'espère que cette correction t'a plu et que surtout ça s'est très bien passé pour toi. On se retrouve à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!